Merci pour cet hommage rendu à ce grand botaniste et qui compte beaucoup pour les néolithiciens quand on parle de néolithisation. Euh, Xavier Guterres, je vais vous présenter. Alors c'est compliqué parce qu'il a fait beaucoup de choses, donc je vais forcément oublier un certain nombre de ses travaux ou de ses responsabilités. Il est professeur à l'université de Montpellier au titre de l'éméritat et rattaché à l'UMR ASM de Montpellier. Euh, il est connu, et dans le cadre de ce séminaire en particulier, pour ses travaux en Afrique de l'Est, et notamment dans la République de Djibouti, mais aussi en Somalie et aussi en Éthiopie. Les programmes qu'il a développés dans cette région concernent les premières sociétés agropastorales et éventuellement le développement de l'agriculture, qui est assez tardive, on le verra tout à l'heure, et de l'élevage dans ces régions. Pour ce faire, il a mis en place plusieurs programmes de prospection, notamment un programme de prospection tout à fait inédit dans le nord de la Somalie, au Somaliland, dans le nord-ouest de la Somalie, au Somaliland, où avec une équipe de chercheurs, ils ont découvert énormément de sites inédits, plus de 200, je crois, enfin, une très grande quantité de sites inédits, et les extraordinaires abris de Hasgel, qui sont en cours de publication et qui sont une découverte unique sur le plan de l'art pariétal néolithique et post-glaciaire, disons, en Afrique. Et il est également connu pour les fouilles qu'il a mis en place dans la République de Djibouti, qui portent sur des ensembles funéraires, et pour Assakoma, en particulier le site d'Assakoma, près des lacs, et qui a fait connaître des habitats qui étaient également, et des cultures qui étaient très très peu connues, pratiquement inconnues, en Afrique de l'Est. Il a également travaillé dans le nord de l'Afrique, au Maroc, dans une opération conjointe sur des sites du troisième millénaire, en particulier sur l'habitat de Houetbet, qui a permis de découvrir une nouvelle civilisation en Afrique du Nord. Et donc ces travaux sont encadrés évidemment par un certain nombre d'institutions, notamment à Djibouti. Et dans ce cadre-là, il est également expert auprès de l'UNESCO et de différents organismes, à la fois sur les sites archéologiques et sur l'art rupestre. J'avais fait sa connaissance en France à l'occasion des fouilles qu'il développait dans la région de Montpellier, autour de la culture de Fontbouis, une culture du néolithique final, datée du troisième millénaire, dont il est l'un des principaux promoteurs, et qui a fait l'objet de nombreuses publications, et notamment d'une maîtrise et d'une thèse de doctorat, qui sont demeurées incontournables dans l'approche de ces différentes cultures archéologiques. Sinon, je vous renvoie éventuellement à des publications récentes que je pourrais mettre sur le site. Voilà. Et aujourd'hui, il va traiter essentiellement des recherches qui sont en cours en ce moment dans la Corne de l'Afrique, dans la République de Djibouti, qui va vous situer sur une carte. C'est pour ça que je ne donne pas plus de précisions. Et je lui laisse la parole, j'espère. Alors oui, j'ai oublié aussi qu'il a eu des responsabilités institutionnelles importantes, puisqu'il a été conservateur régional de l'archéologie dans plusieurs services de la DRAC, notamment en Provence, en Languedoc et en Poitou-Charentes. J'ai pas mis dans l'ordre, mais c'était les trois. Voilà, il est expert également sur l'évaluation des UMR. Il a rédigé les évaluations pour plusieurs UMR. Je sais pas à Strasbourg si tu l'as fait, non? Oui. Oui, à Strasbourg, donc à Strasbourg. Voilà. Bon, je lui laisse la parole et je vous invite au voyage. Oui, bonjour. Eh bien, oui, ce qu'a dit Luc Jalot est en partie vrai pour ce qui concerne la Corne de l'Afrique, parce que je ne me suis pas intéressé uniquement, et je ne vais pas vous parler aujourd'hui uniquement de la République de Djibouti, mais j'ai essayé de bâtir ma communication sur justement les contrastes qui peuvent exister dans cette région de la Corne de l'Afrique. On peut passer la première diapo. Il a parlé de la République de Djibouti. Ça ne sera pas le sujet unique de ma communication, justement parce que je l'ai bâti cette communication sur le contraste qui peut exister dans cette région, vaste région de la Corne de l'Afrique, là que vous avez sous les yeux, très diversifiée à bien des points de vue, avec une partie aride, basse, près des côtes, là, ce qu'on appelle le triangle Afar ou la dépression Afar,
Malheureusement, j'ai pas de flèche, donc je peux pas vous la dessiner. Mais en opposition aux hauts plateaux éthiopiens qui ont une altitude comprise entre 1000 et 4000 mètres. Eh bien, les contrastes ne sont pas uniquement paysagers, c'est-à-dire en bas une région plutôt désertique ou sub-désertique, et en haut une région plutôt boisée, mais ils sont aussi liés au régime des précipitations, puisque la mousson atteint les montagnes éthiopiennes et donne plus de 2000 mm de pluie en été, ce qui qui est loin d'être le cas dans les parties basses, dans la dépression Afar. Donc, mon exposé, il sera bâti sur l'opposition qu'on a pu découvrir lors de la fouille pendant plusieurs années de deux sites. Principalement, je parlerai de ces deux sites. Celui d'Asakoma, qui est assez caractéristique, donc des sites d'habitat du néolithique, entre guillemets, je vais revenir là-dessus aussi, de la zone aride, et celui de Mochena Borago, qui se trouve sur le plateau éthiopien, qui lui, au contraire, est représentatif d'une situation bien différente à la même période, c'est-à-dire au cours du troisième millénaire, et même au-delà, jusqu'au changement d'ère, puisque dans cette partie de l'Éthiopie, ni agriculture ni élevage ne peuvent être décelés avant le changement d'ère. Alors que dans la dépression Afar, les premiers indices d'élevage, pas d'agriculture mais d'élevage, sont datés du milieu ou de la fin du troisième millénaire. Donc c'est un peu là-dessus que je vais insister, mais je voudrais d'abord en introduction vous dire quelques mots sur les réflexions qu'on peut mener actuellement sur l'inadéquation entre la vision qu'on a du néolithique en Europe et également à partir du modèle proche-oriental et ce qui se passe réellement en Afrique. En fait, ce sont des situations qui sont totalement différentes et il est certain que le modèle de révolution néolithique, celui qui a été créé à la fin du XIXe siècle et qui a été développé ensuite, notamment par Child, pendant toute la première moitié du XXe siècle, ce modèle de révolution néolithique forgé en Europe, il ne peut pas être appliqué en fait aux régions intertropicales et plus particulièrement, on peut dire qu'il ne peut pas être appliqué à l'Afrique. Parce qu'en fait, en Afrique, ce qu'on constate, comme on peut le constater aussi sur le continent américain, notamment en Amérique latine, c'est que des transformations indépendantes s'étagent sur une longue durée. Par exemple, ce sont 5 millénaires qui séparent les premières formes de sédentarité et les premières attestations de culture de céréales, 5 millénaires. En plus, le modèle occidental est mis à mal si on prend un autre cas, celui de l'usage de la poterie. En effet, en Afrique, les travaux récents de ces 20 dernières années, disons, ont montré que la poterie apparaît dans des contextes de sociétés de chasseurs-cueilleurs, bien antérieurs à l'introduction de l'élevage et à fortiori de l'agriculture. Et en Europe, rappelez-vous, on lit obligatoirement l'apparition du néolithique, agriculture, élevage et céramique. Donc ce sont des situations totalement différentes. Que ce soit au Mali ou au Soudan, pour ne prendre que ces exemples, la poterie apparaît donc dès la fin du 9e millénaire avant notre ère. Bien avant que soient introduits les premiers animaux domestiques et que les graminées ne soient domestiquées sur place pour certaines ou importées pour d'autres. Alors justement, ce pastoralisme, c'est un peu pour ça que j'ai intitulé le titre de ma communication « Éleveur d'abord ». Ce pastoralisme, il est ancien, ce pastoralisme entre guillemets néolithique, il est omniprésent dans de nombreuses régions africaines, en particulier donc au nord de l'équateur, et il occupe une place dominante depuis son émergence à la fin du 7e millénaire avant notre ère. C'est là qu'on a pu reconnaître avec certitude les premiers ossements de bovins domestiques en Égypte. Eh bien, il est omniprésent. Et contrairement au néolithique européen et même au néolithique proche-oriental, qui a toujours été la référence, où il est considéré comme en quelque sorte un sous-produit du néolithique, la place principale étant occupée par l'agriculture, eh bien, en Afrique, il est au centre de l'économie de subsistance et il est orienté vers les productions laitières
alors qu'en même temps, chasse et pêche se sont maintenus de manière très, très présente et sans régresser. Donc ce pastoralisme, il a aussi forgé pour une bonne part la sphère symbolique des premières populations d'éleveurs. Et par exemple, les bovins sont omniprésents et même dominants dans l'art rupestre des premiers éleveurs. On en verra quelques exemples. Les inhumations de bovins dans le Sahara libyen, parfois même au sein de monuments construits dans lesquels il n'y a pas de restes anthropologiques, mais il y a essentiellement des restes de bovins. Les dépôts de bucrane dans les sépultures néolithiques du Soudan. Tout ça, ce sont autant de signes des nouvelles formes d'interaction sociale dont le bétail devient un élément central. L'archéologie permet de témoigner des racines anciennes de ce qu'on a appelé le cattle complex, le complexe du bétail africain, qui a été décrit notamment par Herskovits dès 1926, en référence à l'importance symbolique et sociale du bétail dans les sociétés subactuelles d'Afrique de l'Est. Donc, je vais prendre deux exemples pour parler des origines de l'agriculture et de l'élevage dans la Corne de l'Afrique. Et j'ai même mis dans ma rédaction un sous-titre « Le bétail plutôt que le champ cultivé » avec un point d'interrogation. Donc ici, vous avez une image qui vous montre la diversité, les contrastes des milieux naturels que j'ai évoqués tout à l'heure, avec les zones côtières et les zones basses arides, les zones de savane, les zones de forêt et les zones de steppe de haute montagne qu'on ne trouve qu'en Éthiopie. Donc, parlons de l'origine des premières productions alimentaires. Plusieurs hypothèses et modèles ont été proposés. Et en général, on peut les classer en deux catégories. Le modèle de développement autochtone et le modèle de migration-diffusion. Ces deux modèles peuvent s'appliquer aussi bien à l'élevage qu'à l'agriculture. Pour ce qui est de l'élevage dans la Corne de l'Afrique, les études archéologiques, qui sont maintenant de plus en plus confortées par la génétique, ont montré que les bovins, comme les caprinés, c'est-à-dire les caprinés comprennent moutons et chèvres, ont été introduits depuis deux régions possibles. Le sud de la péninsule arabique, c'est-à-dire l'actuel Yémen, ou le Soudan, l'est du Soudan. Alors pour les caprinés, moutons, chèvres, et on est à peu près certain que c'est cette dernière voie, donc la voie du nord, le Soudan, qui est à l'origine de l'apparition de ce bétail domestique dans la Corne de l'Afrique. Pour les bovins, les deux zones de provenance sont possibles, mais actuellement, on n'a pas les moyens de trancher. Ensuite, il y a une deuxième vague, donc ça a été les premiers animaux domestiques, qui sont apparus dans la Corne de l'Afrique, on va dire au troisième millénaire. Et puis, il y a eu ensuite une deuxième vague d'importation d'animaux à statut domestique, le zébu, c'est-à-dire le bœuf à bosse, car les premiers bovins, et c'est ce qui figure sur toutes les phases anciennes de la rupestre, sont des bovins à dos plat. C'est le bœuf taurin. Le bœuf à bosse, ou de son nom scientifique le Bos indicus, qu'on appelle communément le zébu, comme pour le dromadaire, l'origine est très probablement, on a de plus en plus de preuves archéologiques, le sud de la péninsule arabique. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, il y a eu de nombreux chercheurs qui ont proposé des théories, je dirais, plus que d'apporter des preuves d'ailleurs, sur les débuts de la production alimentaire. Il y a eu Murdoch en 59, Pursglove en 76, Brandt en 84 et Clark en 88. Et puis parmi eux, il y a Christophe Herret. Alors lui, c'est quelqu'un qui a eu une approche linguistique en fait. Et c'est à partir de cette approche linguistique et de l'étude des traditions rurales locales qu'il a déterminé l'origine de plusieurs espèces végétales cultivées sur le plateau éthiopien. Et puis Vavilov, dont vous avez parlé tout à l'heure, lui, c'est plutôt sur la base de la génétique végétale. Karl Sauer aussi, sur la base de la géographie végétale, et Porters sur la répartition des cultures comestibles. Et ils ont tous désigné les hautes terres d'Éthiopie comme le centre le plus ancien
et indépendant de cultures comestibles. Et là, on peut renvoyer à une des dernières publications de Vavilov, qui est datée de 1951. Mais déjà en 1926, Vavilov affirmait que les plantes ont été domestiquées dans des centres géographiques restreints, qui peuvent être déterminés en fait à partir de l'étude de la distribution actuelle et la diversité génétique des cultures végétales modernes. Alors Heret, lui, il a proposé un modèle de développement autochtone pour l'origine de la production alimentaire en Éthiopie, basé sur l'analyse de la géographie linguistique. Alors selon son étude, il y a 7000 ans déjà, les peuples de langue proto-couchitique, parce qu'on est dans une région où la famille de langues s'appelle les langues couchitiques, les peuples de langue proto-couchitique des hautes terres d'Éthiopie pratiquaient, selon lui, la culture du teff et du mil. Malheureusement, il n'y a aucune preuve archéologique. Et il a également mentionné que les peuples omotiques, donc de la vallée de l'Omo, au sud de l'Éthiopie, du sud-ouest de l'Éthiopie, étaient responsables de la domestication de l'insecte, c'est-à-dire en français on pourrait dire le faux bananier, l'insecte. À l'inverse, des chercheurs comme Seligman, Clark, Purseglove et Doggett ont élaboré des théories de la diffusion, c'est-à-dire qu'ils se sont opposés à l'idée que ces plantes sont d'origine autochtone sur le plateau éthiopien, mais ont été diffusées à partir de centres divers. Donc, vous voyez, toutes ces approches-là ne sont pas concordantes, et surtout, je dirais que dans tous les cas de figure, il s'agit d'hypothèses théoriques, parce qu'elles ne pouvaient pas s'appuyer sur l'analyse des données primaires. Ce que j'appelle les données primaires, moi qui suis un archéologue, ce sont les restes paléobotaniques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment ou même pas du tout, de fouilles archéologiques fiables dans des contextes bien datés. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui, il convient de regarder de près les informations que nous apportent les fouilles récentes, et même si celles-ci, malheureusement, sont encore peu nombreuses. Et Dieu sait que nous sommes dans des régions où il y a des situations conflictuelles, je pense notamment au nord de l'Éthiopie ces dernières années, à la Somalie évidemment, et donc il y a de grandes difficultés pour développer des travaux archéologiques, alors que c'est une véritable mine d'informations qui nous échappe. Donc les méthodes et techniques mises en œuvre aujourd'hui pour la récolte d'échantillons d'origine végétale, notamment, dans des couches archéologiques bien individualisées, le développement des études paléobotaniques, tout cela nous permet d'espérer d'avoir une vision moins théorique des origines de l'agriculture dans la Corne de l'Afrique. Ce sont, je pense, les objectifs des années à venir, mais qui s'appuient déjà sur des résultats pertinents. J'essaierai d'en évoquer quelques-uns. Je voudrais dire notamment que grâce au dynamisme de l'université d'Addis Abeba, on a maintenant au moins 3 ou 4 paléobotanistes de très très bon niveau éthiopiens qui obtiennent des résultats tout à fait intéressants. Alors évidemment, on ne peut pas considérer, je l'ai déjà dit, mais je le répète, cette vaste région intertropicale comme un ensemble homogène, mais plutôt comme une mosaïque d'écosystèmes qui présente chacun des caractéristiques et une évolution propre qui ont été déterminantes pour les comportements de subsistance des sociétés qui y ont vécu. De fait, je viens de le dire, mais il faut insister sur ce point. Me semble-t-il, très peu d'études archéobotaniques ont été réalisées dans la Corne de l'Afrique. Jusque vers 2015, les rares travaux concernaient le nord et le nord-est de l'Éthiopie et privilégiaient les contextes aksumites, royaume d'Aksum, à cheval sur le dernier millénaire avant et sur le premier millénaire après, plutôt que sur des contextes préhistoriques ou même médiévaux. C'est en train de se rééquilibrer petit à petit. Donc mon approche, et je le redis, sera celle d'un archéologue qui s'appuie principalement sur des données issues des travaux de terrain. Et pour ce faire, je vais m'appuyer avant toute considération générale, sur 2 cas d'espèce. Bon, d'une part, on peut peut-être avancer sur le diaporama, les sites d'Asakoma et de Wakrita dans la dépression Afar. Voilà, ici vous avez la localisation. Donc nous sommes à Djibouti, ça c'est la République de Djibouti.
Et je peux pas montrer, j'ai pas de flèche, mais vous avez Oui. voilà, le lac Abbé, donc, qui se trouve ici, mais bon, voilà, ici, le lac Abbé, qui est à moitié en Éthiopie, à moitié à Djibouti, à l'entrée, en fait, de l'échancrure du Rift. Et c'est près de ce lac, qui a subi de nombreuses fluctuations, que nous avons pu étudier pendant plusieurs années dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Première société de production dans la Corne de l'Afrique, que dirige actuellement Jessica Oliès, qui m'a succédé en 2014 sur ce programme. Nous avons pu étudier plusieurs sites, dont des sites d'habitat, et c'est là, dans cette région-là, que nous avons pu mettre en évidence les plus anciens ossements de bovins domestiques de la Corne de l'Afrique. Donc, il faut savoir que, puisqu'on voit ici qu'on est dans un environnement lacustre, mais qu'on est actuellement dans un climat particulièrement aride, il faut savoir que l'Afrique tropicale a été, au cours du Quaternaire, le théâtre de changements cycliques de précipitations qui sont liés à la mousson africaine, en réponse aux variations orbitales de l'insolation. Ainsi, la dernière période plus humide qu'aujourd'hui, sur le continent africain, est nommée African Humid Period, AHP, ou EHP. Elle s'installe progressivement à partir de 15 000 ans avant le présent et dure environ 7 000 ans. Alors cette période humide, elle est interrompue par plusieurs épisodes arides qui ont duré quelques centaines d'années, notamment autour de 12 000 ans, de 8 200 ans et surtout, ce qui nous concerne nous, de 4 200 ans avant le présent, soit environ 2800 ans en datation calibrée avant notre ère. Eh bien, les phases d'occupation des deux sites dont je vais parler, Asakoma et Wakrita, coïncident bien avec le début des conditions arides qui marquent la seconde moitié de l'Holocène. Alors on peut avancer peut-être. Encore un peu. Voilà, ouais, donc ici vous avez une courbe simplifiée, hein. C'était la courbe de Françoise Gasse qui a travaillé sur l'évolution des lacs de la Fare, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, prématurément d'ailleurs. Et depuis, il y a eu d'autres travaux beaucoup plus pointus, et faisant appel à de nouvelles méthodes qui ont permis d'affiner cette chronologie quasiment à 20 ou 30 ans près. Mais en fait, ça nous montre bien qu'on a des fluctuations du niveau du lac. Et aujourd'hui, le lac est à une altitude très 125 mètres, alors qu'il est monté jusqu'à 400 mètres, à l'époque justement de la plus grande transgression qui a précédé l'apparition des animaux domestiques. Donc les phases d'occupation d'Asakoma et d'Okrita coïncident bien avec le début des conditions arides, et le lac Abbé est alors en phase de régression, et les eaux ne coulent plus que saisonnièrement. Donc les données animales et végétales, on peut avancer. Encore. Oui, voilà, c'est la localisation, vous voyez, dans le bassin du Gobat. C'est en fait un fossé tectonique qui débouche sur le lac. Toute la partie claire que vous voyez sur la diapo, ici, c'est tout ça. Ce sont en fait des dépôts lacustres, hein, des craies essentiellement, et des boues lacustres, qui témoignent de l'avancée du lac aux époques de transgression, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, la tache bleue au fond en haut, c'est le lac actuel. Donc le site de Wakrita et d'Asakoma ici, qui se trouve donc par là, sur cette photo, donc sont aujourd'hui à 30 km du lac, alors que au troisième millénaire, ils étaient à peu près à 1 ou 2 km seulement. Donc les données animales et végétales, on peut avancer, confirment cette aridification avec la présence d'espèces qui sont adaptées à un environnement sec. On peut avancer encore. Et la recomposition des formations végétales et animales provoquées par cette aridification a constitué un grand changement dans les environnements locaux et les ressources disponibles, qui a certainement influencé les comportements des groupes humains occupant la région. Et ceux-ci ont probablement adopté le bétail pour faire face, du moins en partie,
à ces nouvelles conditions. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce changement ne doit pas être réduit à une simple transition entre chasse, pêche avant et élevage après. Il faut plutôt le voir comme un rééquilibrage des stratégies de mobilité et de subsistance. Donc, vous voyez ici sur ce diagramme, vous avez le résultat de l'étude de la faune par Joséphine Le Sur, qui est une collègue qui est spécialiste justement de ces régions, une archéozoologue. Et vous voyez que la part des animaux chassés est importante. La part des animaux, enfin des poissons aussi, de la pêche est extrêmement importante. Si bien que même les quelques rares ossements d'animaux domestiques apparaissent comme tout à fait minoritaires. Donc là, on a justement un tableau qui illustre bien cette économie un peu particulière de ces groupes humains qui fréquentaient les abords du lac, essentiellement des pêcheurs, parce qu'il y a une quantité d'ossements de poissons considérable. On peut passer à la suivante d'ailleurs. Voilà, ici vous avez les pourcentages selon les espèces. Alors vous voyez que les poissons, c'est-à-dire le poisson-chat et le tilapia, c'est sur le site de Wakrita 52% et sur le site d'Asakoma 96%. Donc de l'alimentation carnée en fait. Alors que le bœuf est quand même tout à fait minoritaire. Donc on est dans une période où justement avec ce réchauffement, donc on peut imaginer que les populations de pêcheurs, chasseurs et cueilleurs, malheureusement on a très peu d'informations sur les espèces végétales cueillies. En tout cas, il n'y a pas du tout d'agriculture. Et on peut considérer que ces populations ont peut-être été sensibles à l'apport que pouvaient représenter les animaux domestiques, les premiers animaux domestiques qui arrivaient sur le continent, parce que ça leur procurait un complément indispensable en période de disette, et surtout parce que la régression du lac, le réchauffement général de la région entraînait des difficultés à avoir recours aux ressources alimentaires habituelles, qui étaient essentiellement fondées sur la pêche. Mais en même temps, je ne veux pas trop m'étendre parce qu'on n'a pas le temps sur toutes les données issues de cette fouille pour comprendre comment ces gens-là se procuraient le poisson. Mais on sait que en fait ils avaient la capacité de stocker. Il y a tout un traitement de la chair de poisson, fumage, broyage, et ils avaient la capacité. Oui, tu peux mettre la suivante. Ils avaient la capacité donc de stocker de la farine de poisson en quelque sorte sur le long terme, donc de constituer des stocks de nourriture. Alors ça c'est les leçons, les quelques leçons, et encore je développe pas parce qu'il y aurait d'autres éléments, mais là je pas dans ce cadre-là, les quelques leçons qu'on peut tirer de ces fouilles-là. Donc les datations, c'est entre 2005 et 2100 avant notre ère. On a eu une bonne dizaine de datations carbone 14. Donc on est à peu près sûr du calage chronologique de ces deux sites. D'ailleurs, le site de Wakrita et celui d'Asakoma, ils ne sont distants que de 3 km l'un de l'autre, présente un faciès céramique modelé, décoré, absolument identique, qui caractérise voilà, vous avez un exemple ici, la céramique de ce bassin du Gobad près du lac Abbé. On peut continuer. Et vous voyez donc ici d'autres éléments qui confortent ce que je viens de dire, à savoir que nous avons affaire à une économie de production fondée essentiellement sur la pêche. Donc on peut déjà parler d'économie de production, ou bien que nous ayons affaire à entre guillemets, des chasseurs-cueilleurs pêcheurs. C'est surtout cette capacité de stockage qui, à mon avis, peut qualifier ces populations-là de populations productrices de nourriture, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à l'agriculture et qu'on commence à peine à découvrir l'élevage. Alors, voilà ici, heureusement, ces dernières années, il y a eu quelques fouilles, disons, sérieuses, où les ossements de bovins qui ont été extraits de sites archéologiques, en particulier des grottes, dans les reliefs d'Éthiopie, sont bien datés.
parce que pendant très longtemps, on a vécu sur des approximations et sur des datations incertaines, et surtout sur des déterminations tout à fait incertaines aussi. C'est vrai que bien souvent, on n'a affaire qu'à quelques petits fragments d'os, et notamment sur la question des dents, il est très difficile de reconnaître un bovin domestique quand on a très très peu d'échantillons à étudier. Donc, pardon, cette carte nous montre les quelques exemples vous voyez, de datation sûre et de datation incertaine. Il y en a plus que de datation sûre, mais ça commence à bien se rééquilibrer. Voilà. Et pour ce qui est des semences, je vais en parler après. Alors, continuons. Donc ici, on va prendre un deuxième exemple dans un endroit qui est totalement différent. Vous voyez ici les photos. On est dans la forêt afro-montagnarde, sur les hauteurs éthiopiennes, au-dessus de la vallée du Rift. Et on va s'intéresser à un site d'ailleurs dans lequel nous avons été ensemble, Luc Jalot et moi, pendant plusieurs années, pour faire des sondages et des fouilles, et qu'on appelait nous à l'époque Moche Borago, mais qui maintenant officiellement, parce que des chercheurs américains nous ont succédé pour les périodes anciennes, de la préhistoire ancienne, dans ce même site, ont décidé que ça s'appellerait Mochena Borago. Donc j'emploierai le terme de Mochena Borago. C'est celui qu'on va trouver dans la littérature récente concernant ce site. Donc on est dans la zone du Volaïta, c'est-à-dire en quelque sorte le sud-ouest de l'Éthiopie, et on est dans une zone qui est à plus de 2000 mètres d'altitude et qui reçoit annuellement plus de 2000 mm de précipitations. Donc dans un contexte totalement différent de celui qu'on vient de voir dans la dépression Afar à Sakoma. Alors les environnements actuels sont dominés par une végétation de montagne afro-alpine qui remplace que remplace la steppe sur les très hauts reliefs, c'est-à-dire au-dessus de 3000 mètres en fait. Dans la partie basse des massifs, on trouve une forêt claire et une savane de montagne. Et donc les données archéologiques dans cette région proviennent de plusieurs abris sous roches qui sont répartis dans toute la région. Donc ici, vous avez trois sites qui sont mentionnés: Mochena Borago, Dabaracha et Kumali, où finalement les résultats des travaux ont abouti aux mêmes conclusions, mais c'est surtout celui de Mochena Borago qui a apporté le plus d'éléments intéressants que je vais essayer de développer. Donc le mont qui domine, c'est un ancien volcan, le mont Damota. Si je peux passer à la suivante, oui. Voilà, donc ici vous avez une localisation avec le Damota, et au pied du mont Damota, vous avez l'abri de Moche Borago. Donc ici, voilà, qui est en fait un vaste abri sous roche. On est dans des coulées volcaniques, hein, donc il y a un grand surplomb, et il y a quand même 600 mètres, entre 600 et 800 mètres carrés de superficie, avec un remplissage extrêmement épais de plusieurs mètres. Donc c'est un site absolument exceptionnel, et on a à la fois la chance et la fierté de l'avoir découvert et d'avoir pensé que c'était un site clé, ce que nos collègues américains qui nous ont succédé et allemands n'ont pas nié, bien au contraire. C'est un site clé pour l'Holocène, mais c'est aussi un site clé pour le Pléistocène, puisqu'il y a une très belle, en dessous des niveaux récents, donc il y a une très belle stratigraphie du Pléistocène. Donc voilà, ici vous avez ici une illustration de la végétation actuelle, mais ce qui est intéressant, c'est que on retrouve, alors là dans le site, je vais en parler, on a eu beaucoup de restes paléobotaniques qui ont été étudiés par nos collègues éthiopiens. Et donc voilà les arbres et arbustes principaux, donc le cordia, le Sigicium guinéensis, qui donne de l'huile, hein, à partir de laquelle on fait de l'huile. Et puis vous avez le forbe qui a été aussi utilisé. Donc et il y en a un autre là-haut, mais je ne sais pas pourquoi il y a ça là-dessus. Ah, je ne peux pas le retirer. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc sur ce site, voilà. Donc sur ce site,
il y a une très longue série d'occupations humaines successives. Et comme je le disais, cette succession se lie à travers un épais remplissage stratifié qui comprend donc deux grandes séquences. Là, je n'ai pas là, j'ai pas de photo de la stratigraphie, en fait, j'ai oublié de la mettre. Deux grandes séquences. Donc la première, la plus ancienne, date du Pléistocène supérieur, entre 53 000 et 28 000 ans. Il y a eu une trentaine de datations absolues, donc c'est tout à fait fiable. Et la seconde, celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle s'étend de l'Holocène moyen au début des temps historiques, donc en fait de 3000 ans avant Jésus-Christ environ, à 450, 660 de notre ère. Il y a eu une longue période d'ailleurs intermédiaire d'abandon, où il y a eu un épisode volcanique, et donc il y a une importante accumulation de téphra, donc de sortes de cendres volcaniques. Et donc la période Holocène peut se subdiviser en trois séquences en fait. La plus ancienne, donc celle qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment à propos de l'étude des restes, des carporestes et aussi de la faune, c'est celle donc qui est du troisième millénaire avant notre ère. Mais cependant, on dira un mot des deux autres phases parce que ça nous amène jusqu'après le changement d'ère et on verra que finalement il y a une très très grande inertie que je vais évoquer rapidement. Donc, je vais d'abord m'intéresser, enfin dire quand même que cette période d'occupation de l'Holocène, elle a livré un abondant matériel archéologique, notamment une industrie d'obsidienne lithique, une industrie lithique en obsidienne, qui est caractérisée par une forte inertie, parce que en fait, il y a très peu de changements sur toute la séquence. Il y a très peu de changements dans les techniques de débitage, dans les formes de l'outillage, donc une grande inertie. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est que la céramique qui apparaît au troisième millénaire dans la dépression Afar, notamment sur les sites d'Asakoma et sur d'autres aussi, ici, elle n'apparaît qu'au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et ce phénomène-là, on va le retrouver sur les deux autres sites dont je dirai quelques mots rapidement après. Donc, pour ce site, on va s'intéresser surtout aux ressources végétales et aux ressources animales, parce que peut-être on avait espoir avec toutes ces fruits et graines qu'on trouvait dans le remplissage. On a fait des tamisages très fins à l'eau pour essayer de recueillir tous ces macro-restes végétaux. On avait espoir peut-être de trouver des vestiges de plantes cultivées, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, l'étude de ces restes végétaux carbonisés a permis quand même d'identifier 112 graines et noyaux de fruits carbonisés, en examinant 3,5 kg de fragments carbonisés et en flottant 4 kg d'échantillons de sol prélevés dans le contexte de l'Holocène moyen. Alors sur le total, 55 vestiges étaient de type... alors, plusieurs... On peut avancer. Non, je crois qu'il faut revenir à... Il n'y a pas de... Voilà. Alors plusieurs étaient de plusieurs donc types et en fait on a donc principalement et même presque non je dirais uniquement des espèces d'arbres ou d'arbustes spontanés, mais qui ont donné des fruits, des graines et dont on sait aussi que les feuilles sont parfois consommées. Alors la seule originalité finalement, c'est la présence de 9 graines alors là on peut revenir sur la suivante, voilà, de 9 graines de Plectranthus edulis, c'est-à-dire la patate éthiopienne. Vous voyez, ce sont des tubercules ici, vous les voyez très bien sur le côté, la feuille et puis ensuite les tubercules. Mais bon, c'est une culture indigène en Éthiopie qui est largement connue encore de nos jours qui, selon les régions, porte des noms différents, mais c'est la première fois qu'on trouve dans un contexte archéologique cette patate éthiopienne. Le problème, c'est qu'on ne peut absolument pas dire s'il s'agit d'une espèce spontanée ou si elle est domestiquée, avec les faibles échantillons qui en proviennent. Donc, on gardera ce point d'interrogation, mais en tout cas, on peut dire que dans ce site, même si on a attaché une grande importance à recueillir
des fruits, des graines et des feuilles comestibles, on n'est pas dans un contexte agricole. Ensuite, on va constater un phénomène comparable pour ce qui est de la faune. Parce que la faune de Mocena-Borago, elle a été étudiée aussi par Joséphine Le Sur, et en fait, il y a de très nombreux vestiges osseux animaux qui montrent une exploitation animale tournée exclusivement principalement vers la chasse des bovidés, plus d'autres petits animaux, des carnassiers, des reptiles aussi, mais principalement des bovidés, c'est essentiellement le buffle. La majorité des ossements se rapportent au buffle. Donc nous avons affaire à des gens qui chassaient et qui cueillaient des végétaux, et ce, jusqu'à la fin de l'occupation que nous avons pu étudier, c'est-à-dire jusqu'au changement d'air et même un peu au-delà. Et alors, pour essayer d'être un peu plus court, parce que ça fait déjà combien de temps que je parle, je ne sais pas, mais il y a d'autres sites qui sont pas très éloignés, toujours dans le même secteur, encore un quart d'heure. Le site d'Abaracha, où il y a eu un petit sondage d'1 mètre carré. Ensuite, vous avez les sites de Koumali. Donc il y a 3, 4, même aujourd'hui, on pourrait dire, je ne les ai pas tous énumérés, mais il y a une dizaine de sites qui sont des abris sous roche aussi, où des petites surfaces ont été fouillées, où on constate la même chose. On peut avancer? Voilà, oui, il y avait 29 sites recensés, il y en a 15 qui ont été sondés, 10 avec du matériel, 7 avec des restes phoniques. Et là, vous voyez que la poterie des animaux domestiques, vers 2000 avant le présent, c'est-à-dire l'an 0, si on peut. Hein. Est-ce qu'il y a des animaux domestiques plus anciens? Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Et il serait nécessaire donc d'analyser les fumiers, mais parce que vous savez, dans les fumiers, il y a les sphérolithes, voilà, les phytolithes, et aussi l'ADN, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mais enfin, en tout cas, il y a quand même, avec l'exemple de Mocena-Borago et des 15 sites sondés pour l'instant, donc on est dans un contexte qui est différent de celui que nous avons éclairé, que nous avons décrit plutôt dans la dépression Afar, au bord du lac Abbé. Et c'est pour cette raison que j'ai avancé l'idée que dans les quelques publications qui sont consacrées à ces fouilles, que nous avions affaire à ce que j'ai appelé entre guillemets un isolat culturel, qui peut s'expliquer en raison de divers facteurs. Alors quand je dis isolat culturel, ça veut dire que bon déjà la céramique n'apparaît qu'au changement d'air, ce qui est quand même tout à fait remarquable par rapport à ce qui se passe autour, hein. Qu'il n'y a pas jusqu'à présent en tout cas d'animaux domestiques, et que l'agriculture ne semble pas être présente à ces périodes-là, c'est pendant tout l'Holocène moyen en tout cas, alors qu'on est dans la région justement réputée pour être la région d'origine de la plupart des cultigènes qui sont signalés et cultivés de nos jours en Éthiopie. On a une situation donc qui diffère nettement donc de celle qu'on rencontre dans la dépression Afar. Et il faut dire aussi que les conditions climatiques de cette région, cette région est caractérisée par de fortes pluies et des températures froides. Les forêts humides et denses créent un environnement difficile pour pratiquer l'élevage. Il ne faut pas l'oublier. Qu'il s'agisse des pasteurs migrants, si c'est le cas, ou des résidents locaux qui veulent adopter quelques têtes de bétail. Certainement, une des difficultés vient de l'inadaptation des premières races bovines introduites dans la région. Oui, parce que il faut dire que l'étude des ossements de bovins et même de moutons qui ont été réalisés dans la Corne de l'Afrique montrent qu'on a affaire pour les périodes anciennes, donc pour la période donc, du 3e, 2e millénaire, à des espèces de plaine. Parce que la morphologie de ces ossements, c'est tout à fait caractéristique des animaux de plaine et pas du tout des animaux de montagne. Notamment le caractère, pour les moutons par exemple, le caractère longiligne des fins des membres, et pour les bovins aussi
une haute taille, une grande taille. Enfin, tout ça sont des caractères qui, tous cumulés, montrent qu'on a affaire à des animaux de plaine. En fait, ce sont les premiers animaux importés qui venaient de régions basses, hein, que ce soit du Yémen ou que ce soit des plaines de l'ouest du Soudan, et donc ils n'étaient pas du tout adaptés à ces régions de montagne. Ça peut être une des raisons qui explique l'absence de l'élevage pour toutes ces périodes-là. Il y a une autre raison qui est celle de la présence des maladies tropicales, alors principalement la trypanosomiase, hein, qui décime les troupeaux, même encore aujourd'hui, si bien même que d'ailleurs les éleveurs actuels de la région du Kaffa, près du lac Abaya, en Éthiopie, empêchent leurs animaux, leurs bêtes, leurs bovins de descendre au-dessous de 1300 mètres en raison de la présence de ces maladies. Donc, ces nombreuses maladies infectieuses, alors il y a aussi la fièvre catarrhale, il y a trypanosomiase, il y en a au moins une dizaine qui sont capables de décimer les troupeaux. Donc, ces facteurs-là, peut-être aident à comprendre pourquoi le sud-ouest de l'Éthiopie est resté un isolat culturel où les gens n'ont eu qu'un intérêt très tardif à passer à une économie de production. Tous ces aspects cumulés que je viens d'énumérer, qui en fait sont issus en grande partie des réflexions qu'on a pu tirer de la fouille du site de Mouchena Bourago. Alors, maintenant, on peut dire que progressivement, hein, au début du deuxième millénaire, avant notre ère, les populations de la Corne de l'Afrique ont commencé à intégrer le bétail dans leur stratégie de subsistance, fin du troisième, début du deuxième, et ils ont adopté de nouvelles technologies comme la production céramique, mais pas avant. Que certaines régions ont échappé ou ont été réticentes à adopter ces éléments nouveaux. Alors, bon, certainement, donc on a quand même maintenant la certitude qu'il s'agit donc d'apports extérieurs, hein, Soudan ou Yémen, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce que ce sont des groupes humains ou est-ce que ce sont des concepts qui ont voyagé? En tout cas, quand on regarde, alors à partir dans les régions où il y a de la céramique, quand on regarde les faciès céramiques, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes faciès au Soudan que ceux qu'on trouve par exemple sur les sites du bassin du Gobad à Sakoma ou à Krita. Donc, c'est probablement pas des déplacements de population, mais c'est plutôt les apports pas à pas, progressifs, avec sur une très longue durée, avec selon le modèle qu'a défini Jean Guilaine pour l'Europe, c'est-à-dire le modèle arithmique pour l'Europe méditerranéenne, ça s'appliquerait très bien à ces régions-là. Alors, voilà pour le résultat qu'on peut tirer de ces fouilles-là. Mais maintenant, je vais vous dire quelques mots s'il me reste un petit peu de temps, oui, d'autres plantes cultivées d'Éthiopie, parce qu'on va me dire, mais comment, tu parles pas de l'éleusis, tu parles pas du sorgho, tu parles pas du teff, c'est pas possible. Eh bien si, je vais en parler, mais je peux pas en dire grand-chose parfois, en tout cas sur les origines. Donc là, vous avez par exemple le cas de l'N7. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le faux bananier, l'N7 ventricosum. Malheureusement, les origines toutes premières origines de la culture de l'insecte restent à élucider. En fait, il s'agit, comme on le voit sur ces photos, aujourd'hui encore, d'une plante clé de l'agriculture éthiopienne, un aliment de base pour une grande partie de la communauté éthiopienne, en particulier chez les populations du sud. Donc là, ici, ce sont les Sidama, et les Gouragés aussi, qui est une importante population du sud de l'Éthiopie. Et bien sûr, on suppose, on est même peut-être à peu près certain qu'elle a été domestiquée anciennement, mais il n'y a pas de vestiges paléobotaniques connus dans les sites archéologiques qui permettraient de fixer des repères chronologiques. De plus, les études génétiques moléculaires semblent indiquer qu'il existe différents clones d'insectes cultivés provenant de différents clones d'insectes sauvages, ce qui montre qu'il y aurait plusieurs centres de domestication. Encore s'agit-il de les déterminer géographiquement.
Donc, ça n'empêche pas les agronomes et les biogéographes de considérer depuis longtemps l'Éthiopie comme la région première de culture de l'insecte. Il serait temps un jour de trouver des preuves archéologiques. Pourtant, ça n'a pas empêché les archéologues comme Stephen Brandt, un collègue américain, que j'apprécie beaucoup par ailleurs d'ailleurs, qui affirme que la domestication de l'insecte remonte à 10 000 ans, voire plus, mais sans aucune preuve. Alors Eret, lui, le linguiste, il a proposé une hypothèse qui était fondée sur des données historiques et linguistiques, qu'il plaiderait également en faveur d'une date très ancienne pour le début de la production de l'insecte, et il retombe aussi, lui, sur les 10 000 ans. Mais franchement, ce sont des hypothèses. Alors, Et quelles sont les parties consommées là sur l'insecte? Alors, c'est essentiellement les tubercules. Hein. Donc, on va parler de l'éleusyne maintenant. Eleusina couracana. Alors, il doit y avoir des photos un peu plus loin. Voilà, l'éleusyne. Vous voyez, c'est une graminée, une céréale très petite, avec des grains très petits. Alors ça, c'est en plus difficile de les trouver en fouillant. Donc, l'éleusyne. Alors là, on a quand même un repère, on a quand même un ou deux repères chronologiques intéressants. Donc c'est une herbacée annuelle hein, qui joue un rôle important dans le spectre alimentaire des Éthiopiens, bien qu'elle soit considérée comme une céréale secondaire. Elle est actuellement encore, et depuis fort longtemps, utilisée pour la fabrication de la semoule, hein, du pain et de la bière éthiopienne. On lui attribue une origine possible en Afrique de l'Est, hein, l'Ouganda d'un côté et l'Éthiopie. C'est une rare graminée cultivée d'origine locale pour laquelle on dispose de données archéologiques. Bien que le très petit volume de graines ne laisse que peu de traces, que peu de chances de les retrouver dans les sites archéologiques après leur carbonisation. Donc, le site de référence en Éthiopie il se situe dans la vallée de l'Omo, où un emplacement d'habitat a livré des restes de grains dans des couches datées du 4e millénaire avant notre ère. Donc ça, c'est un indice archéologique intéressant, mais j'ai pas encore réussi à trouver la publication. Donc j'espère pouvoir mettre la main dessus un jour ou l'autre. Malheureusement, on n'a pas démontré qu'il s'agissait d'une espèce cultivée. En tout cas, elle était déjà consommée au 4e millénaire. En fait, l'aire de répartition de l'éleusyne est beaucoup plus vaste, hein, puisqu'on en a signalé à Kintampo, au Ghana, dans des niveaux qui sont bien datés, eux, de 3000 à 2500 avant notre ère. Et là, les chercheurs ont considéré ces vestiges comme issus de plantes domestiques. Donc c'est un point de repère intéressant, mais qui est tout à fait éloigné de notre région. Et il faut dire aussi qu'au Soudan central, on a trouvé des graines de Pénicetum, hein, donc, mais non spécifiques, hein, qui ont été extraits d'un site du néolithique ancien, Es-Shainaib. Alors, un mot du sorgho. Alors là, on sort de la Corne de l'Afrique, hein, stricto sensu, puisque... ça, c'est le TEF. Le TEF, oui, on va en parler après, oui. Le sorgho, j'ai pas de photo. D'accord. On va sortir de la Corne de l'Afrique, puisqu'on va se retrouver donc finalement pour les éléments, les preuves archéologiques hein, de l'existence ancienne du sorgho, de la présence du sorgho, sauvage ou domestique, dans l'est du Soudan. Donc depuis les années 70, hein, la recherche des origines du sorgho domestique a bien progressé. Surtout ces dernières années, notamment à partir de l'étude de restes botaniques, mais aussi à partir de l'étude des empreintes de graines de sorgho sur les céramiques, on a pu mieux éclairer l'origine de cette graminée. Donc, on sait qu'il s'agit d'une espèce sauvage hein, d'Afrique, le sorghum arundinaceum. La date et le contexte culturel de sa domestication ont longtemps été controversés. Certains chercheurs ont considéré que l'origine c'était au début de l'Holocène,
parallèlement à des domestications de céréales mieux connues. Les travaux récents, c'est 2017, une équipe anglo-américaine apporte des preuves solides que le processus de domestication du sorgho a été amorcé à l'extrême est du Sahel, dans le sud de l'Atbaï. L'Atbaï, c'est la région de plaine qui se trouve au nord du plateau éthiopien, mais au Soudan. Et sur un site archéologique associé à un groupe du néolithique qu'on appelle le groupe de Butana. Donc c'est essentiellement des empreintes, des impressions végétales dans la poterie qui ont relevé des paillettes diagnostiquées dans lesquelles des types de sorgho domestiques et sauvages ont été identifiés, qui ont fourni ainsi des preuves archéobotaniques des débuts de la culture et de l'émergence des caractéristiques domestiques du sorgho au cours du 4e millénaire avant notre ère dans l'est du Soudan. Voilà ce qu'on peut dire sur le sorgho. Et pas d'éléments archéologiques pour l'Éthiopie. Voilà. Donc je peux dire un mot quand même rapidement du développement de la consolidation de l'économie agricole dans le cadre de l'émergence de l'État en fait. Pour parler de cela, il faut évoquer la période qu'on appelle pré-aksumite et aksumite. Donc les premiers finalement les premiers royaumes au nord de l'Éthiopie, royaumes qui sont à un moment donné d'ailleurs devenus chrétiens. Et au début du Moyen Âge, avec des guerres incessantes avec les musulmans, donc qui occupaient plutôt les zones de plaine dans la dépression Afar. Donc il y a plusieurs sites qui ont été étudiés, mais en particulier là, je dirais quelques mots du site Dona Hadi au Tigré. Je crois qu'il y a juste une carte de localisation. Ça doit être la diapo suivante. Voilà, c'est pas terrible pour le lire, mais enfin bon, on est là. Donc on est à la frontière avec l'Érythrée. Bon, autant vous dire que les recherches sont interrompues depuis pas mal de temps parce qu'elles ont eu lieu au cours des années 2013 à 2015 et puis ensuite, vous savez que cette région est entrée dans une guerre sanglante, donc plus de recherche archéologique aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant aussi sur ce site, c'est qu'on a développé de nouvelles approches, en particulier l'étude des phytolithes. Vous savez, ces concrétions de silice qu'on trouve dans les tiges des graminées et qui permettent de déterminer les espèces. Donc, le cortège et la quantité des plantes spontanées ou cultivées qui sont issues de ces travaux est très important et très diversifié. Et donc, nous montre que l'essor de l'agriculture éthiopienne depuis la période pré-aksumite, c'est-à-dire en fait 750-600 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute du royaume aksumite, 700 après Jésus-Christ. Voilà le positionnement chronologique de cette culture, de cette période pré-aksumite et aksumite. Donc à cheval sur le premier millénaire avant et le début du premier millénaire après. Alors le site, je n'ai pas de photo du site, bon, mais j'en dirai simplement quelques mots, mais c'est un grand site qui s'étend sur 9 hectares, à une altitude de 2450 mètres, et on est dans une zone écologique tempérée, et c'est aussi une zone qui se trouve à la croisée de grandes routes commerciales et caravanières qui reliaient la côte à l'arrière-pays. Donc les vestiges archéologiques, ce sont des restes assez détruits de murs en pierre, d'anciennes habitations et surtout des espaces de culture. Donc les données stratigraphiques chronologiques ont montré que l'occupation s'est maintenue sur environ 1500 ans. Donc une belle, très très belle séquence. Et alors les restes macrobotaniques récoltés lors des fouilles, ils comprennent quoi? Du blé, de l'orge, du lin, du nouk, c'est Ghizotia abyssinica, c'est une plante qui est utilisée pour l'huile, essentiellement. Et ça, alors là, ce sont les restes, voilà, les quelques carporestes, vous voyez, carbonisés. Et ensuite, donc, l'étude des phytolithes a montré que, vous savez ce qu'on appelle les plantes adventices, c'est-à-dire les plantes spontanées qui poussent dans les endroits cultivés. Alors là, les phytolithes ont montré une très très grande abondance et diversité des plantes spontanées qui montrent qu'on avait affaire à une véritable agriculture avec des champs
Donc, ce sont les principales leçons qu'on peut tirer des études paléobotaniques sur ce site. Et puis aussi, à savoir que autant il y a une partie des plantes cultivées qui sont d'origine régionale, autant d'autres appartiennent au complexe sud-ouest asiatique, hein, comme le blé, l'orge, le lin et la lentille, hein, dont la domestication a eu lieu dans le croissant fertile au Proche-Orient. Donc, vous avez des apports externes et vous avez des plantes autochtones. Donc en fait, voilà, c'était pour terminer, je dirais, vous voyez, parler d'agriculture dans la Corne de l'Afrique, c'est un peu difficile pour les périodes qui nous préoccupent, nous, Luc Jalot et moi-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Europe le néolithique. Vous avez compris pourquoi. Vous rappelez que ce qui domine, c'est l'élevage. Alors, je n'ai peut-être pas le temps maintenant parce que j'ai dépassé mon temps, je crois, mais sinon, je voulais juste dire quelques mots de la rupestre, mais je vous laisse mon cher Pierre, le choix de décider si je dis quelques mots ou rien. Oui, simplement, voilà, je voulais vous montrer quand même quelques images de la rupestre. Pour vous montrer que la rupestre se situe en plein dans la sphère symbolique des éleveurs de bétail et pas ailleurs. Bon, là, ici, c'est juste une carte générale pour rappeler que l'Afrique est une région extraordinaire pour la rupestre, mais c'est de différentes périodes. Hein. Donc, il y a une polémique sur les sites, sur la rupestre, par exemple, du Sahara, où certains prétendent que le premier rupestre saharien est antérieur à l'introduction des animaux et des plantes domestiques. D'autres défendent au contraire une chronologie plus courte, notamment Jean-Loïc Lequelec. Et on peut poser la même question pour la Corne de l'Afrique. Mais pour la Corne de l'Afrique, moi, alors là, je suivrai Jean-Loïc Lequelec. Et je pense que les animaux, alors on peut avancer, les animaux sauvages qui sont représentés dans les gravures et les peintures de la Corne de l'Afrique, à mon avis, sont contemporains des animaux domestiques. Alors le Somaliland, juste pour dire quelques mots, tu peux avancer, hein, du site de Lasgel. On va passer vite, hein, parce que juste quelques mots. Voilà, donc c'est un site extraordinaire parce que il y a un nombre très important d'abris. On en a compté 25, mais il y en a une dizaine surtout qui sont très importants. L'abri sur roche, là les points rouges sur la photo, où il y a donc tout un ensemble de peintures polychromes qui représentent principalement des bovinets et des personnages. Si vous avez le plafond de l'abri 1, le plafond de l'abri numéro 1, qui est un plafond extraordinaire, magnifique. Hein. Vas-y, suivante. Il manque les bovins. Alors là, voilà, ce sont les personnages, les anthropomorphes, hein, qui sont associés aux bovins. Vous avez en haut l'abri 1 de Dagakure sur le côté avec les sortes de troupeaux, hein, de bovins. Donc Luc a étudié ça dans le détail. Il y a une typologie qui a été faite. Il y a une chronologie aussi qui ressort de cette typologie et des superpositions. Vous voyez, les personnages sont un peu particuliers, hein, habillés avec des chemises, des pantalons et souvent des attributs, une épingle fichée en travers de la tête, un baudrier et les bras en croix. Continue. Les bovins, eux aussi, sont représentés de façon tout à fait originale, avec la tête en forme de tulipe, vous voyez, à l'extrémité d'un cou filiforme, et puis une espèce de ce on n'a pas su trouver vraiment le mot qui convenait, mais on a appelé ça un plastron, comme s'il y avait une espèce de tissu posé sur le cou de l'animal, avec souvent un rostre en avant. C'est tout à fait caractéristique du style de Lasgel, avec des décorations, hein, parfois tout à fait remarquables, hein, comme celui du bas, là, ici. Continue, voilà. Et là, ici, vous en avez un complet, donc avec tous les caractères. Hein. Donc, on s'aperçoit qu'il s'agit de vaches, hein, pour la plupart, mais il y a aussi des taureaux, avec les pieds dans une position qui n'est pas tout à fait anatomique, mais qui est surtout très exacerbée, hein, le pied exacerbé, et surtout cet étonnant avant-train avec la tête bizarre et le plastron, et puis les grandes cornes.
Et voilà, ici, vous voyez, ici, c'est un petit clin d'œil aux travaux de notre ami Dubuisson, qui étudie le pastoralisme actuel, avec surtout avec ses pratiques sociales et culturelles. Donc la scarification des bovins, là, on est dans le sud de l'Éthiopie, chez les populations d'éleveurs. Et évidemment, on peut pas s'empêcher peut-être de voir une continuité entre ce qu'on observe à Lasgel, qui est un site qu'on attribue au troisième millénaire, ça demande encore une confirmation, et ce qui se passe encore dans les populations. Là, justement, vous avez un zébu, hein, ce qu'on appelle le bétail sangha, c'est-à-dire, en fait, le bétail sangha avec la petite bosse qui est issue de l'hybridation des bovins à dos plat et des bovins à bosse qui ont été introduits dans la Corne de l'Afrique. J'ai oublié de le dire, mais beaucoup plus tard que disons probablement à partir de la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, et peut-être même au changement d'ère. Alors à Djibouti, on n'a pas des peintures, mais on a des gravures. Donc ici, c'est le site d'Abroma, qui est un site tout à fait remarquable. Et vous voyez ici là, une carte où on vous montre un certain nombre de sites représentation, principalement des bovins. On peut continuer. Donc voilà ici donc une série de bovins. Vous avez certains qui ont les dos plats, et puis dans les phases, dans une deuxième phase, des bovins avec une légère bosse à peine visible, et toujours les cornes qui jouent un rôle majeur dans la figuration. Alors ici, on a affaire justement aux animaux sauvages et à des bovins. Donc là, on a ce qu'on appelle le style Dora. C'est probablement à Djibouti la phase la plus ancienne de la rupestre, même si on manque encore d'arguments, mais quand on étudie les superpositions, on est obligé d'en déduire que c'est la phase la plus ancienne. Vous avez des girafes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent des girafes chassées. Donc, vous avez dans la photo du bas, c'est tout petit, mais il y a un tireur à l'arc. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Voilà, ici. Et donc, des antilopes sur le premier dessin en haut, et des vaches à côté, ici. Voilà à peu près les animaux qu'on peut voir dans les sites à gravure de Djibouti. On peut continuer. Et là, bon, c'est difficile à lire parce que c'est un peu petit, mais avec mon collègue Johan Touvenot, on a essayé, à partir de l'étude de plusieurs sites en bordure du lac Abbé, sur les reliefs basaltiques, les escarpements de failles en fait basaltiques du Daka, le massif du Daka, d'établir une chronologie. Donc, je vais essayer de vous la commenter rapidement, mais on a essayé de corréler en fait cette chronologie de la rupestre avec les preuves archéologiques régionales des plus anciens ossements d'animaux domestiques que l'on a pu trouver à la fois dans le sud de la péninsule arabique et dans la Corne de l'Afrique. On a une première phase qu'on appelle le style de Dora, donc qui a pu débuter probablement au troisième millénaire. Donc cette phase qu'on considère comme contemporaine des habitats tels que celui que j'ai décrit à Sakoma ou à Krita. Ensuite, on a une évolution dans la façon de représenter les bovinés, et on a de moins en moins d'animaux sauvages d'ailleurs qui sont associés à ces représentations de bovins. Et puis, on arrive ensuite à une phase plus récente où on a à la fois des tireurs à l'arc, des bovins à bosse, hein, vous voyez qui apparaissent là. Et puis ensuite, alors la phase la plus récente, c'est celle des dromadaires. Pratiquement, il n'y a pratiquement plus que des gravures de représentants des dromadaires associés à des anthropomorphes. Vous voyez ce petit-là, qui portent soit un bâton, soit un arc d'un côté et un bouclier de l'autre, et qui ont une coiffe qui ressemble tout à fait à la coiffure traditionnelle des Afars actuels. Donc, en fait, le problème de la rupestre gravée de la Corne de l'Afrique, c'est que autant on peut associer ses origines à l'apparition donc du bétail domestique, autant pour les périodes les plus récentes, on ne sait pas vraiment jusqu'à quand ça a pu continuer, parce qu'en fait, l'introduction de l'islam dans la Corne de l'Afrique n'a pas amené une disparition immédiate
de l'art des graveurs. Cette pénétration de l'islam, elle n'a pas été une vague qui a tout envahi comme ça a été très progressif. Et donc, certainement que des pratiques religieuses traditionnelles locales se sont maintenues très longtemps. Et on le sait aussi à travers les rites funéraires, parce qu'on a des positions de corps, par exemple dans les sépultures, y compris des sépultures qui sont contemporaines des premiers siècles de notre ère, qui ne sont pas du tout conformes au rite musulman, y compris pour l'architecture des monuments. Donc en fait, c'est sur une forme de syncrétisme, on peut dire, hein, qui transparaît de la phase la plus récente des gravures de Djibouti. Voilà. Donc c'est terminé. Merci.